quelques minutes. L'actualité sur le front des transferts, elle nous vient d'Espagne une nouvelle fois. Nos confrères d'AS, le quotidien pro-madrilène, on le rappelle, qui parle de l'intérêt très vif du Paris Saint-Germain pour Cristiano Ronaldo. Pour eux, il y a contact. Il y a même un chiffre qui est avancé, 150 millions d'euros pour un transfert et un salaire estimé de 45 millions d'euros pour Cristiano Ronaldo, ce qui le mettrait à égalité avec Léo Messi. Ça ferait un petit peu plus que Neymar. D'ailleurs, Neymar et Cristiano Ronaldo, on va le prendre dans ce sens-là ce soir dans l'équipe du soir. Est-ce qu'ils seraient compatibles au Paris Saint-Germain? Parce que ça compte, évidemment. Vous n'êtes pas d'accord, c'est un duel. Cristiano Ronaldo, Neymar, est-ce qu'ils seraient compatibles? Greg, vous me dites non. Paul, vous me dites oui. Vous avez fait signe pour que Paul commence? C'est vous qui allez commencer, Greg. Vous me connaissez à vous. Vous commencer. Non, parce que j'ai pas de doute sur les joueurs, qu'on est des joueurs de ce niveau, on sait jouer avec les autres, je sais pas, l'incompatibilité technique me semble absolument pas nette, enfin, mais ce sont deux leaders et ce sont deux joueurs qui ont un ego tel que je les vois mal cohabiter. Il faut quand même se rappeler qu'il y a encore 3 jours, Cristiano Ronaldo a éprouvé le besoin de prendre la lumière dans une zone mixte par ses déclarations, effaçant en partie un titre du Real Madrid. Neymar est quand même allé à Paris parce qu'il ne voulait plus jouer le second rôle. Je veux dire, ça fait deux personnages principaux dans le même film, il y a quelque chose qui colle pas. Paul? Moi, je pense qu'ils sont complètement compatibles. Aujourd'hui, tu as deux grands joueurs qui sont à Madrid, qui est Benzema qui joue pour Ronaldo. Neymar peut jouer avec Messi, je pense totalement au niveau football, ils peuvent s'associer parfaitement. Maintenant, Ronaldo est sur la pente descendante, Neymar est sur la pente en progression pour gagner un ballon d'or. Pour moi, c'est deux trajectoires complètement différentes. Ils sont complètement compatibles pour moi, jouer dans un club comme Paris Saint-Germain. Après, je ne les vois pas du tout jouer au Paris Saint-Germain ensemble. Voilà, il y a l'info et il y a ce que disent les médias espagnols. C'est deux choses complètement différentes. Le duel qui prend une tournure différente à la fin de l'intervention de Paul. Vous votez sur le compte Twitter de l'équipe du soir qui vous a convaincu. Le résultat, bien sûr, dans quelques minutes, mais c'est le président Vincent qui va trancher. Paul nous dit mieux à la fin de son intervention qu'il a perdu le duel. J'en prends acte. J'ai pas perdu le duel. Il croit pas à l'info. Je donne le point à Greg d'abord parce qu'il faut qu'il remonte son pourcentage de duel. Mais surtout parce qu'il a les meilleurs arguments. Et je pense effectivement l'ego là-dedans est central. Mais Neymar, il n'est pas venu au PSG pour avoir Ronaldo dans les pattes. Justement, c'est pas possible. Voilà, même un Ronaldo PSG, sur la fin. Mais il est venu au PSG pour être en haut. Et si Ronaldo venait au PSG avec Neymar, déjà il faudrait jouer à 2 devant, il faudrait plus jouer à 3. Parce que en gros, Ronaldo ne peut plus jouer qu'à 2. Il peut pas jouer sur un côté, il peut jouer devant. Il peut jouer avant-centre éventuellement. Mais enfin, si avant-centre à la place de Cavani, oui, éventuellement. Mais non, j'ai vraiment. Vous n'êtes vraiment pas convaincu. Mélisande, est-ce que vous êtes non plus? Pourquoi? Pour les raisons qu'a expliqué Grégo. Et déjà, je pense que le PSG, s'il faisait ce choix-là, mais ils n'ont pas encore fait, se tire une balle dans le pied parce qu'effectivement ça voudrait dire qu'il faut vendre quelqu'un devant, donc en l'occurrence Cavani, parce que je vois pas trop aujourd'hui où peut jouer Ronaldo à part en avant-centre comme il le fait parce qu'il a plus les jambes pour jouer sur un côté depuis plusieurs saisons, et puis parce que effectivement Neymar il vient là pour être la star, pour espérer gagner un ballon d'or, c'est pas pour donner des ballons de but à Ronaldo comme l'a fait effectivement Benzema depuis très longtemps, mais ils sont pas du tout dans la même démarche et dans le même état d'esprit par rapport à Cristiano Ronaldo, donc j'y crois pas une seconde. Thierry, vous pensez que c'est compatible ou l'idée vous traverse même pas l'esprit? Même pas. Même pas. Pas une seconde. Ouais. Même pas une seconde. De toute façon, bon déjà, en admettant, on va faire les 8e dimensions, là, que ce soit qu'on soit en science-fiction et que ça puisse exister, ce serait sûrement pas au PSG, mais plus au Real Madrid. Et même au Real Madrid, le chemin inverse pour vous. Oui, oui. Et même au Real Madrid, de toute façon, ce serait absolument incompatible parce que l'un et l'autre. Alors, j'entends, il y a un argument intéressant qu'a soulevé Paul, c'est que Neymar a joué avec Messi. Mais effectivement, et même tu peux ajouter Luis Suarez. Mais en aucun cas, Cristiano Ronaldo n'est Lionel Messi. Il est plus égoïste? Non, c'est juste une personnalité Messi différente. est devenu égoïste aussi quand même. Pardon? Je dis Messi, il est devenu égoïste. Oui. Mais ça, il avait le même à la maison. Bien sûr. Mais c'est un tel écorché vif. Et je reviens sur ce qu'a dit Greg, c'est-à-dire il n'a pas volé la lumière du titre du Real Madrid. Il a volé, samedi soir dernier, il a volé la lumière à Gareth Bale. Gareth Bale avait marqué 2 buts.
dont un... C'est pas possible. C'est dont un extraordinaire qui était encore plus beau que celui qu'il avait marqué contre la Juve. Donc c'était pas possible. Enfin, Gareth C'était pas Bale, possible. Gareth Bale qui est sur le départ et que... Mais même, Qui n'est pas un titulaire non plus. mais même, il ne supporterait pas. Alors, Lequel le supporterait le moins? C'est Cristiano Ronaldo ou Neymar? Cristiano le moins. supporterait pas Neymar. Par rapport à ce qui a été dit sur Cristiano Ronaldo, c'est sur l'idée de déclin. Mais Cristiano Ronaldo, jusqu'à son dernier souffle de joueur, refusera l'idée de déclin. Mais jusqu'à la dernière seconde, il ne peut pas s'imaginer dans ce rôle. C'est même pour ça qu'il est si fort. Donc, on peut pas le... Enfin, j'imagine pas. Et je suis d'accord avec ça. Il va vivre jusqu'à 37, 38, 40 ans avec dans l'illusion qu'il est plus fort qu'à 22. Mais dans la logique des choses, tu peux associer Neymar et l'un peut apporter l'autre et l'un peut attirer l'autre. Aujourd'hui, tu as deux concurrents pour le Ballon d'Or dans le futur, qui est Mbappé et Neymar. Et pourtant, ils jouent ensemble, ils s'adorent. Je dis pas que Mbappé... Jusqu'au moment où Mbappé ce sera trop près de Neymar. Mais tu es obligé dans une grosse équipe d'avoir deux stars. Tu peux pas vivre qu'avec une seule star. Non, bien sûr. Cristiano Ronaldo, il est assez intelligent aussi pour savoir s'effacer. Je suis pas d'accord du tout qu'il a programmé de piquer la vedette samedi soir à Gareth Bale ou à... Il l'a pas programmé. Non, pour moi, il l'a éprouvé tout de suite. Alors moi, je te dis qu'il avait programmé. La sortie, elle avait programmé. Le journaliste, il lui a posé la question. Oui. Elle était programmée, cette question. Ça c'est vrai. Parce que c'est un problème de salaire, d'argent qui dure depuis 6 mois. C'est pas un problème de concurrence. Non, avec c'est pas du tout. C'est pas du tout. C'est un problème d'égo et de contrat publicitaire, de salaire, que Florentino Pérez ne veut pas l'augmenter et lui, on en revient à son ego de tout, il veut être le meilleur, il veut être le premier. On avait la même chose, et je fais une aparté, et j'ouvre les parenthèses, t'avais Arnold Schwarzenegger, quand il faisait un film, il fallait que son concurrent, il touche la même chose que son concurrent soit en cachet. Stallone, c'est vrai qu'il se faisait la guerre. Alors, tu as la même chose aujourd'hui. Comment c'est possible qu'un Ronaldo, qui est le numéro 1 sur la planète, puisse gagner la moitié du salaire de Messi? Je ne veux pas rentrer dans le débat, est-ce qu'il doit gagner plus ou moins, mais comment tu peux le supporter gagner moins? Tu ne peux pas supporter Cristiano Ronaldo, mais dans n'importe quel métier. Mais ça va même au-delà, parce que si vous vous souvenez de ce qui s'est passé le 9 décembre, ou le 7 décembre, je ne sais plus, ici même à la Tour Eiffel, pour la remise du Ballon d'Or, France Football, c'est la question qui est posée à Cristiano Ronaldo par, si je ne m'abuse, David Ginola, c'est: est-ce que tu souhaites passer la fin de ta carrière au Real Madrid? La réponse de Cristiano à ce moment-là, c'est si c'est possible. Et quand quelques minutes plus tard, on demande à Florentino Pérez, qui est pour vous le meilleur joueur de l'histoire du Real Madrid? Est-ce que c'est Cristiano? L'autre dit, il y avait Di Stefano quand même, qui était pour moi... Et là, on est complètement dans ce qui se passe au Real entre les deux. Mais ils ne peuvent pas. Il y a une guerre d'égo parce que Florentino ne veut pas plier. Alors, il ne veut pas plier vraiment, regardez. Sinon, c'est l'institution. Regardez, Smaïl qui nous demande sur le hashtag EDS, Ronaldo lance-t-il juste une bombe pour revaloriser son salaire? C'est même pas ça dans l'esprit. C'est même pas ça dans l'esprit. C'est Cristiano a tellement besoin d'être aimé. Il n'a pas besoin de fric. Mais il a besoin d'être aimé. Et qu'on lui montre qu'on l'aime à la hauteur de Messi, quand même, Thierry, non? De la reconnaissance, bien sûr. Ça part de, n'oubliez jamais un truc, ça part du ventre de sa maman. Cristiano Ronaldo n'est pas un enfant désiré, sa maman ne le désirait pas. Elle a failli avorter, Cristiano. Il a besoin d'amour, c'est un gamin à ce niveau-là. C'est beau d'avoir un gamin à ce Mais stade-là. c'est beau d'avoir un gamin, mais c'est pour ça que sa sortie, je suis d'accord avec toi, elle est programmée, mais elle n'est pas programmée à ce moment-là. Elle est programmée pour cette semaine. Cristiano, il veut juste qu'on lui donne du fric pour qu'on lui dise je t'aime. C'est tout ce qu'il demande. Et est-ce que le Paris Saint-Germain, lui dire je t'aime avec 45 millions d'euros, c'est une bonne idée et une bonne opportunité pour vous? Aujourd'hui, si le Real ne fait pas un effort, les choses vont pouvoir se compliquer. Et où ça peut se compliquer, si aujourd'hui Neymar est champion du monde, chose que je ne souhaite pas spécialement, puisque ça veut dire que la France n'est pas championne du monde, mais si Neymar est champion du monde, vous allez avoir un feuilleton, puisque Florentino Pérez, à tous les mondiaux, à tous les tournois, il prend le meilleur joueur du monde, buteur de la Coupe du Monde. Ça veut dire que tu vas avoir un acharnement de Florentino Pérez sur Neymar, et là on va avoir un beau feuilleton sur Neymar. Alors, si Florentino, avant la Coupe du Monde, ne fait rien, et effectivement les choses peuvent se compliquer. L'opportunité de Paris peut arriver à ce moment-là, mais je ne crois pas. Tout à l'heure on en parlait sur le problème du fair play financier, qui risque en plus de plomber cette affaire. Et on a la concurrence des Anglais. Et lui, il a toujours été
très Angleterre. Le fair play financier, réponse le 8 juin, selon nos confrères du Parisien d'ailleurs, à suivre pour ce feuilleton du côté du PSG. Le résultat du duel, qui l'a emporté? Ah oui, quand même, 69-31. C'est un triomphe, mon cher gars. Mais il a été courageux. Non mais j'ai pas un débat. Cristiano Schneider. Mais il s'est sacrifié. Bon, l'équipe de France, les amis, encore une journée à Clairefontaine. On entendra Adil Rami tout à l'heure qui a fait le show du côté de Clairefontaine. Il y a cette déclaration de Lucien Favre, l'ancien entraîneur de l'OGC Nice, qui a attiré notre attention. Il dit, Lucien Favre, écoutez bien, la France a évidemment une qualité incroyable, mais ils doivent encore prouver qu'ils sont aussi une équipe, parce que dans un tournoi, c'est cela qui fait la différence. L'équipe de France qui doit encore prouver que c'est une équipe. Est-ce qu'il est trop sévère avec les Bleus, Lucien Favre? Un peu sévère. Un peu sévère? Non, pas du tout. Pas du tout. Ah, Vincent, allez-y, pas du tout pour vous. Non, il n'est pas du tout sévère parce que autant je pense que l'équipe de France est un bon groupe, et naturellement un bon groupe, autant je pense qu'il y a une différence entre être un bon groupe et être une bonne équipe. Être une bonne équipe, c'est faire face à la difficulté. Est-ce que j'ai vu de l'équipe de France au mois de mars m'a pas convaincu que c'était une équipe de France qui savait faire face à la difficulté. C'est une équipe qui joue très bien ou qui subit. Et qui sait pas faire le dos rond et qui sait pas et dont les meilleurs joueurs sont à la fois la pire et la meilleure des choses, c'est-à-dire que on a l'impression que les joueurs qui vont faire gagner l'équipe de France sont aussi ceux qui pourraient la faire perdre et la déséquilibrer. Donc je trouve que globalement il n'y a pas une solidité d'équipe encore qui est assez convaincante. Alors, Greg, vous n'êtes pas d'accord? Effectivement, comme ça, spontanément, je me suis dit ça, et je me suis rappelé, alors, je sais qu'il y a des joueurs qui ont changé, mais je me suis rappelé de l'Euro 2016, et du match contre les Allemands. Et contre les Allemands, ils prennent une soupe. Oui. Et ils s'accrochent. Et en fait, tout leur Euro 2016 a un peu ce goût-là. Le goût de l'effort, le goût de la solidarité, le goût de la... Donc, quelque part, il y a une équipe. Alors, c'est ce que dit Vincent, c'est peut-être pas une équipe en termes de complicité technique, mais c'est au moins une équipe en termes de don de soi, en termes de... Voilà. J'aimerais bien, voilà. mais c'est pas ce qu'on a vu en mars. C'est ça qui m'inquiète. Mais l'Euro contre les Allemands, c'est vrai que, voilà, moi, le précédent Euro 2016 me fait penser qu'il y a quand même des braises de quelque chose. Enfin, il en reste que 9 sur 22, 23. Il ne reste que 9 sur 23, c'est vrai. C'est très peu, 9 sur 23 d'ailleurs. Ah, mais moi je suis d'accord avec Grégory que les phases finales, c'est peut-être ce qui disent le plus de choses. Je trouve Favre très sévère parce qu'à l'Euro 2016, il y avait une équipe de France et que les matchs de mars, c'est un contexte particulier. Il y a tout à perdre et pas grand-chose à gagner et qu'effectivement, ils ont fait 2 mauvais matchs. Mais c'est pas ces 2 matchs-là qui doivent nous conditionner sur tout le reste et surtout pas sur ce qu'on va voir en phase finale. Les équipes de Deschamps, en général, elles sont un peu meilleures en phase finale que dans les matchs de qualification, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Et que sur ce qu'on a vu jusqu'ici et sur ce qui se dégage de ce groupe-là, justement, je pense qu'il y a de quoi faire une équipe, quoi. Que c'est pas une somme d'individualité, comme on l'a beaucoup vu de la Belgique, notamment en 2016. Je me souviens avoir vu la Belgique où il n'y avait pas d'équipe. Moi, je pense qu'on a un problème. Et il y avait beaucoup de talent. Par rapport à Les Bleus, la constitution d'une équipe, je trouve qu'il y a un problème sur la définition des talents. C'est-à-dire que je trouve que c'est pas un hasard. C'est depuis 2006, il n'y a aucune génération d'équipe de France Espoir qui s'est qualifiée. Celle-là va se qualifier, très probablement, ou est déjà qualifiée. Celle-là est déjà qualifiée, mais c'est la première fois depuis 2006. Alors qu'on a des générations exceptionnelles. Parce que je pense qu'il y a une manière de former les jeunes en France où on forme des talents fantastiques, mais on ne forme pas les joueurs à s'insérer dans une équipe. Les joueurs d'équipe, ouais. Et je trouve que le lien entre le talent... Enfin, la manière dont ces talents s'insèrent dans une équipe, c'est encore imparfait. Et comme c'est des jeunes sans arrêt qui se renouvellent, je trouve que ce lien-là, du coup, il se solidifie pas forcément. Est-ce que ce lien-là, justement, il se solidifie pas au moment de la compétition? C'est ce que nous dit Matouf. C'est ce que disait Méridon, mais elle a raison. C'est le moment où ça peut solidifier, c'est là. Mais paradoxalement, le match France-Allemagne, c'est quand même le match le moins maîtrisé de l'Euro. Ah mais ils ont pris une soupe. Voilà. Ils sont fait des c'est le risque qui leur gagne. Voilà, l'Euro au premier tour où il y a de la frousse, il y a de la pression, il s'est passé quelque chose. Ils sont accrochés quand même. Je veux dire, Après, c'est en phase finale, je pense qu'on voit les équipes ou pas. Quand elles vivent ensemble, quand elles ont vécu ensemble pendant plusieurs semaines, plutôt que les gars qui arrivent de leur club, ils jouent des petites nations, il pleut, il faut pas qu'ils perdent parce que sinon ils pourraient se retrouver en difficulté. Il y a des calculs. Dans le jeu à l'Euro 2016, si on essaie. Ouais. Oui, mais c'est pas. Non, mais ce qu'on disait, c'est au niveau complicité technique. On parle pas du jeu, on mais parle au niveau, voilà, au niveau mentalité, est-ce qu'ils ont mis ce qu'il fallait dans les matchs en termes d'investissement? Je trouve que oui. Après, c'est vrai que les complicités techniques, voilà. Bien sûr, tout à fait, tu as raison. Moi, je pense que l'équipe de France n'a pas encore trouvé un match référence pour pouvoir être un groupe.
être une vraie équipe à affronter les moments faibles, les moments forts et faire le dos rond par moment. Je pense qu'on n'a pas encore eu un match de référence pour se justifier. Je suis d'accord avec Fabre parce que aujourd'hui l'équipe de France n'est pas une équipe, c'est une bonne équipe d'individualité, de très grands talents. De grands talents, mais il n'y a pas encore. Il n'y a pas une cohésion où on peut aller à la guerre. L'Allemagne, à chaque fois, elle sort d'une équipe où tu la vois dès le premier match, même s'il y a la frousse, il y a tout ça, mais tu sens déjà qu'il y a une complicité d'une équipe, une bataille. L'équipe de France, pour moi, elle n'est pas, et on a vu encore il y a 2 jours, lundi soir, même si c'est un match amical contre l'Irlande, je suis d'accord, mais tu vois pas une vraie équipe. Une équipe fait un grand joueur ne fait pas une équipe. Alors moi je pense... Est-ce qu'on part vraiment loin ou c'est juste normal? On est dans les standards. Référence. Pour moi il faut un match de référence. Oui, mais le match de référence, ça peut pas être un match amical de préparation. Non, si on est honnête, on est quand même dans les standards du foot international en général. C'est-à-dire qu'on n'est pas une exception. Voilà, on n'est pas une exception. Il n'y a pas tant d'équipes que ça qui ont un style. Il n'y a pas tant d'équipes de ça qui ont cette force. Il y en a Voilà. qu'une. Ça se fait au fur et à mesure de la compétition. Techniquement, il y a une équipe pour moi Oui, qui il se y a l'Espagne. détache, c'est l'Espagne. Oui. Mentalement, il y en a une autre qui se détache, c'est l'Allemagne. Et le Après, Brésil se détache même pas. Le Brésil, on les présente comme les grands favoris. Moi, la France, je la comparais quelque part un peu plus à l'Argentine. C'est-à-dire une équipe qu'on attend et qui brille davantage par ses individualités que par rapport à son collectif. Mais si on regarde par exemple le match de France-Brésil qu'on vient d'avoir sur 2006, ouais. Le France-Brésil 2006, l'équipe prend son envol après seulement le 3e match contre le Togo. Jusqu'à la fin du Togo, il n'y a quasiment pas d'équipe, ça fait n'importe quoi. Alors que après, on voit bien que c'est une équipe immense. Et puis qu'il y a un pouvoir défensif fantastique. Oui, mais justement, j'allais dire, en 2016, ça aurait pu être ça. S'il y avait eu l'aboutissement, s'il y avait eu une finale maîtrisée, s'il y avait eu un titre au bout, on aurait pu se dire, ah ouais, là c'est une vraie équipe, ça n'a pas été le cas. On reparlera de l'équipe de France avec Adil Rami qui a parlé de la jeunesse justement des Bleus dans quelques instants. On revient à ce qui fait l'actualité depuis hier soir. L'appel d'offres de la Ligue 1, donc remporté par les Espagnols. Mediapro, nouvel entrant donc, Canal qui est sorti du jeu, avec cette somme record, 1,2 milliard quasiment. Ça nous situe en 3e position derrière l'Angleterre, à égalité avec l'Allemagne qui est à 1,160 milliard, l'Espagne et derrière la France avec 883 millions d'euros pour les droits télé. On parle de droits télé domestiques. Est-ce que la Ligue 1 va enfin rivaliser avec les autres championnats grâce à ce nouvel argent qui va arriver grâce aux droits télé? Habillage à l'américaine, et vous me dites, est-ce que la Ligue 1 pour vous va enfin rivaliser avec les autres grands championnats européens? Greg? Non. Thierry? Possible. Possible. Mélisande? Non. Non. Paul? Non. Vincent? Ça m'étonnerait. Alors, c'est quand même incroyable, hein, parce qu'on vient d'annoncer un chiffre record, un moment historique. Les clubs, depuis des années et des années, nous disent on n'a pas assez d'argent, c'est ce qui nous manque, patati patata. Et là, 1,2 milliard et ça vous convainc pas. Non, mais c'est en plus, déjà, c'est pas que c'est qu'une partie du problème. Les droits, on a vendu des droits nationaux de la Ligue 1, sachant que les droits internationaux sont la moitié, enfin même la partie immergée de les droits nationaux sont la partie immergée de l'iceberg, parce que on a 45 millions d'euros par an sur les droits internationaux de la Ligue 1, c'est-à-dire rien du tout. C'est-à-dire 10 fois moins que l'Italie et l'Angleterre, ils sont à plus d'1 milliard, voire le double, je crois, la première ligue à l'étranger. C'est énorme. Donc après on peut dire effectivement chez nous on est au même niveau. Pas que l'Angleterre d'ailleurs, mais que l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, mais à l'international, ils en prennent encore 10 fois plus, voire 100 fois plus. Donc rien que ça fait déjà un gap. Quand on dit rivaliser, tout dépend en termes de quoi aussi rivaliser. Parce que si c'est en termes par exemple de spectacle, moi j'ai trouvé que cette année il y avait eu des bons matchs de Ligue 1. On n'a jamais marqué autant de buts en Ligue 1. Voilà. Pendant 25 ans, on s'est plaint, on a fait des graphiques pour dire la Ligue 1 marque pas de buts. On est d'accord. Et cette année on marque plus de buts que les autres. Voilà. Il faut quand même le dire. Voilà. Et c'est pour ça que je le dis. Je trouve qu'en termes de spectacle, oui. En termes d'argent, on en aura autant que les autres, à part les Anglais, mais en avoir autant que les Anglais, ça me paraît impossible pour l'instant. Il faut voir ce que donnent les autres au niveau des infrastructures. Je suis pas sûr qu'on ait des moins beaux stades et des moins belles pelouses qu'en Espagne, par exemple. Donc, à l'arrivée, oui, c'est quoi? Ils sont égalité avec l'Allemagne, les Français. 2e égalité avec l'Allemagne. Moi, quand je regarde les matchs de Bundesliga, j'ai pas franchement l'impression de voir un spectacle inférieur à ce qu'on voit en Ligue 1. Donc, avec plus d'argent maintenant que les autres, à part les Anglais, avec un jeu qui devient intéressant au niveau du spectacle,
avec des jeunes qu'on continue à former malgré tout et à faire sortir, la preuve c'est que tous les faudra regarder. Je vois pas pourquoi d'ici 3 ou 4 ans on n'aurait pas une Ligue 1 et un club phare qui est le Paris Saint-Germain. Oui, parce que est-ce que tu as la marque Manchester United? Est-ce que tu as la marque Real Madrid? Est-ce que tu as la marque FC Barcelone? Oui. Est-ce que t'as non, mais en la marque PSG. Mais t'as la marque PSG. Ouais, enfin, si c'est pas la marque Manchester United, c'est pas la marque. Non, bien sûr, oui, non, mais ça prendra du temps, ça va prendre ça. Ça va prendre quelques temps. Oui, non, mais donc on parle de rivaliser, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a des marques qui interpellent le public chinois, qui interpellent c'est le rayonnement, c'est tout ça. Ils en sont encore loin. Je veux dire, c'est pas, donc, il faut quand même être à son niveau. Qui sont les joueurs stars de Première Ligue aujourd'hui? Qui sont les joueurs stars de Première Ligue? Il y en a quelques-uns, quelques-uns United. Est-ce qu'il n'y en a pas aussi en France? Non, mais oui, bien sûr. Neymar, entre autres, Mbappé, par exemple. Mais quand même, moi, les raisons qui font que je doute un petit peu, c'est que la première fois où l'argent de la télé est vraiment coulé à flot en Ligue 1, on s'est rendu compte que ça avait juste conduit à surpayer les joueurs moyens. Oui, ils ont fait n'importe quoi. Et ça, c'était un vrai problème. Très moyen. Je veux dire, il faut payer les grands joueurs, mais les joueurs moyens, c'est pas possible. Si l'inflation ne sert que les joueurs moyens, c'est une catastrophe. C'est ce qui se passe en Angleterre. Quand tu vois que la Roma demande 90 millions d'euros pour Alisson, le gardien, pour aller à Liverpool. Parce qu'il n'existe pas de gardien. C'est le marché aussi qui fait ça. On poursuivra, si on peut, la discussion juste après une courte pause. On parlera de Zinedine Zidane, entretien exceptionnel demain dans le journal de l'équipe, pour revenir sur les 20 ans de la victoire France 98. Les Bleus, la jeunesse des Bleus avec Adil Rami. Benzema, le clash avec Noël Le Graët ce soir. Il a utilisé des mots très forts, Benzema, pour répondre à Noël Le Graët. Et puis Tolisso et le mercato du PSG, où ça s'affole sérieusement. A tout de suite, après une courte pause. De retour sur le plateau de l'équipe du soir, semaine spéciale France 98, les 20 ans dans le groupe L'équipe et on vous fait toujours gagner ce numéro collecteur 13 juillet 98 pour l'éternité. Vous retweetez, vous followez et le journal vous arrive à la maison pour célébrer ces 20 ans. Dans quelques instants, nous rejoindra Jérôme Casadieu, le directeur de la rédaction, pour un numéro exceptionnel demain avec Zinedine Zidane qui se confie comme jamais. Vincent Duluc, le président, est toujours là avec Mélisande Gomez, Grégory Schneider, Thierry Marchand et Paul Tavares. Demain donc, dans le journal L'équipe, Zinedine Zidane qui revient sur les 20 ans de France 98 et il en parle comme jamais. Zidane, il fait la une. Je suis devenu le joueur qui a marqué l'histoire du foot français. Zinedine Zidane qui s'exprime comme ça, c'est rare et on en parle avec Jérôme Casadieu qui va nous rejoindre, le directeur de la rédaction du journal L'équipe qu'on va accueillir. Jérôme. Bonsoir Jérôme. Oui, salut. Tout va bien, installez-vous. Zinedine Zidane qui fait donc la une demain. Entretien exclusif pour revenir sur les 20 ans. Et je disais, Jérôme, il en parle, on a l'impression comme jamais. Le titre accrédite un petit peu ça, c'est vrai ? Il s'est plutôt bien livré, voilà. On n'a pas eu obligatoirement énormément de temps, mais voilà, je dirais, moi j'avais interviewé 2 fois Zidane avant, et c'est vrai qu'on va dire qu'il s'exprime, c'est un peu le coach qui s'exprime aujourd'hui, mais il s'exprime sur sa carrière de joueur, et il a rarement parlé aussi bien de sa carrière de joueur. Alors voilà, je pense que c'est la maturité, la confiance qui explique tout ça. Le making-of, entre guillemets, comme on dit, les coulisses de cet entretien ? Alors l'entretien il s'est fait le lendemain de la qualification du Real contre le PSG, donc il faisait beau, au centre d'entraînement du Real, il était assez décontracté, voilà, donc c'est plutôt bien passé, voilà. Il n'y a pas eu de difficulté à l'avoir. Voilà, il fallait trouver un moment dans son agenda, mais Rémi Fier, qui est celui qui a fait la plupart des entretiens, pour le hors-série qui sort le même jour sur les 20 ans, avec les 22 champions du monde, a beaucoup plus d'anecdotes, beaucoup plus de difficultés avec certains, et vous le racontera sûrement demain. Numéro spécial demain, vous l'avez dit, avec les entretiens des 22 champions du monde, c'est à retrouver également dans vos kiosques. Zinedine Zidane, qui dit donc cette phrase, je ne le sais pas à ce moment-là, mais c'est sûr que ma vie a basculé. Il parle des buts qu'il marque en finale. Je suis devenu le joueur qui a marqué l'histoire du football français. C'est vrai, il faut se le dire. Les gens ont changé avec moi. Leur regard, je le ressentais à chaque fois que je croisais quelqu'un. C'était vraiment beau. Zinedine Zidane, est-ce que c'est le plus grand personnage du football français, de l'histoire du football français? On vous a posé la question juste avant l'émission. Vous répondez quoi, Jérôme? Alors après, moi, je dirais que dans l'entretien, je pense qu'il évoque plus sa carrière de joueur, où il laisse entendre, sans citer Platini, qu'il est potentiellement le plus grand joueur de l'histoire de l'équipe de France. Après, si on est sur le personnage, aujourd'hui, ce qu'il a réalisé en tant que coach fait que fatalement, je ne vois pas beaucoup de personnages, dans le foot français qui ont réalisé autant de choses que lui.
Il a dépassé tout le monde. Vincent, vous étiez un pro-Platini comme personne. Et là, vous êtes en train d'admettre que Zidane est passé le joueur. C'est pas trop dur à vivre? Non, mais comme joueur, j'ai toujours souligné la préférence générationnelle. Platini, c'est ma jeunesse, donc je me range forcément du côté de ma jeunesse. Mais là, on est face à quelque chose, effectivement, qui dépasse tout. C'est-à-dire qu'il a tout gagné comme joueur. Et là, il réussit quelque chose qu'aucun entraîneur dans l'histoire n'a jamais réussi. Ça se place évidemment très haut. Après, on peut pas comparer. On peut pas comparer les torchons et les serviettes. Ils ont deux destins qui sont différents. Platini, il a été président de l'UEFA, président de la comité d'organisation de la Coupe du Monde. Zidane, il est entraîneur du Real. Ça reste des destins exceptionnels, mais à partir du moment où ils sont plus joueurs, on peut plus comparer. Mélisande, Platini dépassé par Zidane. Moi, c'est la préférence générationnelle, donc je vais dire Zidane. Elle fait la jeune. Non, mais effectivement, je pense que comme joueur, il y a un vrai débat. Moi, je n'ai pas de souvenir vivace de Platini joueur, mais les gens qui l'ont vu jouer, beaucoup considèrent qu'il était peut-être encore plus fort. Moi, le joueur que j'ai vu qui m'a le plus impressionné, c'était Zidane, parce que j'étais effectivement en âge d'apprécier. Et puis, je trouve que ce qu'il est en train de réaliser, il est encore très jeune. Et ce qu'il est en train de faire comme entraîneur, et on ne sait pas ce que lui réserve la suite, peut-être qu'il deviendra un jour dirigeant, on ne sait pas non plus ce que réserve la suite à Michel Platini, puisque après, visiblement, il va y avoir d'autres chapitres à écrire aussi pour lui. Donc, ce sont les deux personnages majeur de l'histoire du foot français, mais je pense que Zidane, là où il est arrivé aussi de marquer un doublé en finale d'une Coupe du Monde, dans un sommet qui avait jamais été encore gravi par le football français, et c'est lui qui a quand même planté le drapeau de manière fantastique, parce que c'était pas un buteur et c'est lui qui marque. Oui, mais je suis d'accord. Mais alors, si on revient un peu là-dessus, il faut quand même dire que l'Euro 84 de Platini, jamais dans toute l'histoire du foot, je pense, une phase finale n'a été autant dominée par un seul joueur. 9 buts en 5 matchs. C'est parce que les autres étaient mauvais, Vincent. Alors en 98, je comprends. C'est vrai que si on fait rentrer le coach, il y a Zidane, mais Platini, vous faites rentrer le dirigeant. On parle d'un mec qui a quand même été à la tête de l'UEFA, qui a quand même dirigé l'UEFA. C'est des qualités différentes, quoi. La politique et le terrain, c'est deux choses. Oui, non, mais on parle du plus grand personnage. Coach, c'est pas joueur, mais dirigeant, c'est pas coach non plus. Je veux dire, je pense qu'on peut faire aussi rentrer le dirigeant Platini, et là, ça devient plus compliqué de répondre. C'est sûr, mais si on regarde l'âge, je pense que Mélisande a raison. Sur l'âge, aujourd'hui, Platini n'a pas une carrière de sélectionneur complètement aboutie. On peut quand même tous le reconnaître. Il a fait le grand chelem en qualif, mais il a fait une très grande carrière d'homme politique, voilà, clairement, pour avoir dirigé l'UEFA. Et je pense que s'il n'avait pas eu ses ennuis, la FIFA, à mon avis, il l'a remporté. Maintenant, voilà, Zidane, il a 46 ans. Dans 3, 4, 5 ans, il fera peut-être encore autre chose. Il peut être sélectionneur, il peut gagner la Coupe du Monde avec les Bleus, peut-être. Il sera sélectionneur. Il sera sélectionneur. S'il est sélectionneur, il gagnera la Coupe du Monde, forcément, Vincent. Non, il gagnera 3 d'affilée. Enfin, quelque part, c'est quand même Zidane, je suis d'accord avec ce qu'a dit Vincent, mais c'est Neil Armstrong, c'est-à-dire c'est le premier qui a marché sur la Lune. La Coupe du Monde, alors oui, l'Euro, c'est une chose, oui, mais l'Euro était en France. La Coupe du Monde aussi. Ah oui. Mais attends. Ça n'a rien à voir. C'est la Coupe du Monde. Non, mais ce que je veux dire, c'est que sur un plan émotionnel, la Coupe du Monde, ça reste quelque chose. Alors, tu as raison, Non, mais tu as raison, c'est insurpassable. C'est insurpassable. Voilà, c'est insurpassable. Et de ce point de vue-là, celui qui incarne, malgré tout, le triomphe de la Coupe du Monde, c'est Zidane. C'est Zidane, ça ne peut être que Zidane. Oui, mais il y a une différence entre l'incarnation et le bilan du joueur. Oui. Je voudrais juste pour dire que Platini, c'est 3 ballons d'or. À une époque, c'est vrai où c'était que les Européens, ça compte. Mais c'est 3 fois meilleur buteur de Serie A alors qu'il ne jouait pas avant-centre. C'est pas rien. Mais il y a aussi une fin. Alors ce qui est assez marrant, c'est que la similitude, elle va jusqu'à cette espèce de fin de carrière de Zidane qui termine sur la fameuse expulsion de Coupe du Monde, que Platini termine sa carrière pour l'instant de dirigeant sur une expulsion, un carton rouge immérité forcément, mais un carton rouge quand même. Il y a une vraie similitude entre les deux. Après, comme disait Vincent, et comme le disait Mélisande, c'est une question générationnelle et c'est pour ça que je préfère Zidane, évidemment. Regardez Nico sur le hashtag EDS. Ne faut-il pas juger de l'extérieur qui nos amis de l'étranger en son style, Platini ou Zidane? Ça dépend de leur âge. Ça dépend de leur âge aussi. Comme ici. À l'étranger, qui a le plus d'aura aujourd'hui?
En Italie, Zidane. Platini, ça reste. En Italie, Platini. À l'international, c'est... Connaisseur de la Serie A, ça reste un mythe absolu. Mais en Angleterre, de c'est la un peu justice, Zidane. davantage Platini que Zidane. Ouais. Oui, c'est sûr. Oui. En Angleterre, toi, Platini n'est pas très populaire. Non. Voilà. Non, j'ai fait les deux Pour d'autres générations, raisons. mais faut quand même dire, j'ai fait les deux générations, ça a été mon idole quand même Platini quand j'étais gamin. Faut quand même dire que Zidane, il a un parcours exceptionnel. Il démarre une carrière de coach. Platini a démarré une carrière de sélectionneur. On en a déjà parlé, c'est pas la peine de passer dessus. Mais je pense qu'il est dans une trajectoire que tout ce qui touche lui réussit. On ne sait pas où Zidane va finir. Il peut finir même président de l'UEFA dans quelques temps avant d'être sélectionneur. On ne sait pas. C'est-à-dire qu'il a réussi sa carrière de joueur. C'était à une période où tous les Français partaient à l'étranger. C'était pas facile de s'imposer à l'étranger, comme aujourd'hui. Zidane, c'était les premiers gladiateurs parce qu'ils sont partis en Italie, après De Sailly, Papin et compagnie. Je dis que Zidane a marqué quand même l'histoire du foot et est en train de la marquer. Je pense qu'il va la marquer Au-delà de la France, quoi. Oui, au-delà de la France. On peut dire aussi, tiens, Cricri, qui n'a pas oublié visiblement que Zidane fait perdre une Coupe du Monde contre l'Italie. Enfin, sans lui, on ne serait pas en finale, ni en demi-finale, Voilà, ni en quart de 2006, finale. France-Brésil, vous l'avez vu, l'équipe vintage. S'il n'y a pas Zidane, on n'y est pas en finale. J'ai juste un truc par rapport aux joueurs, c'est une interrogation, je me permets pas de... Mais qui était le mieux entouré en équipe de France? Platini ou Zidane? Ah ben, honnêtement, c'est Zidane. Voilà, non mais je voulais en arriver là. Platini, il n'avait pas de Thuram, il n'avait pas de Saïd, Il n'y avait pas de Giresse, il n'y avait pas de il en avait d'autres, mais Zidane a eu des joueurs qui étaient dans les plus grands clubs du monde. Tous, les deux Saïd, les Barthez. Mais c'est parce que c'est Bosman qui avait créé. On m'enlèvera pas de l'idée qui veut ça. En tout cas, on m'enlèvera pas de l'idée qu'il était un peu mieux entouré. Mais 198, il faut quand même dire que c'est les autres qui ont amené Zidane en finale. Voilà. Et c'est Zidane qui leur a fait gagner. Platini, il s'occupait de tout du début à la fin. Voilà, c'est ça. C'est la seule. C'est ça. Et sur le personnage, Je défends bien ça. vous en sortez remarquablement. Mais vous avez admis quand même au départ que Zidane était passé devant. On retiendra ça ce soir. Le personnage Zinedine Zidane, Jérôme, il parle de beaucoup de choses dans l'entretien qu'on lira demain dans le journal L'Équipe. Et il prend de l'assurance dans ce qu'il dit, on a l'impression, notamment le passage où il regrette que la France black, blanc, beurre, c'était un phénomène presque marketing finalement par rapport à ce France 98. Et il dit ce qui a été dommage à tous les niveaux, c'est de ne pas avoir surfé sur cet élan sincère, de ne pas avoir profité de cette Coupe du Monde, de cet engouement des gens, de ce mélange, car là on pouvait parler de ça à cette époque-là. On parle d'un événement sportif qui amène des gens à faire la fête dans la rue avec n'importe quelle autre personne. On n'a pas su profiter de ça. C'est vrai que c'est une prise de position qui tranche un petit peu. C'est pas une prise de position habituelle avec Zidane. On sait que Zidane, il y a des sujets sur lesquels il est assez sensible. Je dirais que la politique en fait partie. C'est de lui-même en fait que ce sujet est venu sur la table, puisqu'il l'a abordé. Il a comparé en fait la victoire des Bleus en 98 et le phénomène populaire que ça a généré à la libération, après la Seconde Guerre mondiale. Et d'une certaine manière, ce qu'il voulait pointer, il n'a pas pointé précisément des responsabilités, mais c'était de dire que aussi bien au niveau du football, on va dire dans les clubs, dans les petits clubs, etc., jusque on va dire en haut de l'État, il n'y a pas eu de transformation de quelque chose qui a été largement commenté médiatiquement par nombre de personnes. Donc oui, voilà. Après, on peut toujours s'interroger aussi, si on devait faire la fine bouche pour se dire quelle a été sa participation à un moment donné active dans cette transformation-là. Moi, je pense que c'était un joueur. Il a fait son boulot de joueur. Derrière, il n'y a pas eu de relais nécessairement, à la fois au niveau peut-être de la fédération, du ministère des Sports et peut-être même un peu plus haut avec l'État. C'est bien qu'il prenne cette position-là, Zinedine Zidane. On a l'impression qu'il s'affirme de plus en plus, qu'il est un peu plus libéré dans sa prise de parole, non? C'est vrai qu'il ne voulait pas le faire avant. C'est une des premières fois que je vois parler d'un problème de société, entre guillemets. Il déteste. Il déteste ça, il ne veut pas être... Il ne veut pas être catégorisé, il veut pas être... Donc c'est pour ça que c'est vraiment c'est touchant comme ça. Enfin, c'est intéressant. Et on le voit aussi évoluer Zidane en fait avec les années, parce qu'on l'a connu joueur, ce que disait Jérôme, mais hyper réservé. Et moi, je pensais pas qu'il deviendrait cet entraîneur aussi charismatique. Et plus il vieillit, même s'il est encore jeune, plus on a l'impression qu'il peut encore s'améliorer ou en tout cas s'enrichir dans certains aspects. Comme là, il est arrivé à un âge et à un moment de sa vie où il estime avoir à parler de ça. Et peut-être qu'il continuera à le faire. C'est-à-dire qu'il donne son avis aujourd'hui. Ouais, c'est ça la vraie différence. C'est pas qu'avant il n'en avait pas, c'est qu'aujourd'hui il le donne. Ce Black Bomber, c'est un vrai truc parce que moi j'ai toujours pensé qu'il avait refusé ça en fait, qu'il s'en méfiait, qu'il voulait pas qu'on charge le foot de ces symboles-là. Or là, il explique que si.
Enfin, qu'il a aimé ça, qu'il a accepté ça, et que c'était aux autres de transformer l'essai. Mais c'est une position tout à fait neuve. Enfin, j'apprends qu'il a sincèrement cru en ça. Et on apprendra d'autres choses demain dans le journal de l'équipe. Donc cet entretien exceptionnel, Jérôme, je le rappelle. Numéro hors série spécial également avec l'ensemble des entretiens des 22 champions du monde à l'occasion de ces 20 ans de France 98. Tiens, je vois l'équipe Explore également envoyée à l'antenne. Une opération spéciale également. Exactement. Demain à 14h sur le site et sur l'application, vous aurez un nouveau format d'Explore, voilà, très participatif. Voilà, on va vous faire vivre l'été 98. Donc on va vous parler évidemment de foot, de comment dire, la France s'est mise au diapason de la Coupe du Monde 98, mais on va vous demander également, on va vous rappeler un peu ce qu'était l'été 98, qu'est-ce que vous écoutiez comme musique, quels étaient les films que vous étiez allés voir au cinéma. Et le but, c'est aussi de faire remonter un peu les souvenirs des internautes et des mobinautes qui vont participer. Donc voilà, chacun va être capable d'être un prescripteur, un producteur de contenu dans une histoire qui, vous le verrez en termes de production et de réalisation, est révolutionnaire. Un film de 98. Vous êtes largué. Titanic. Bravo, Mélisande. Un tube 98. Céline Dion. Bravo. Il est malin, Vincent. Bravo, Vincent. Demain, j'en profite, puisque c'est une semaine spéciale. France 98. On vous fait gagner le journal du 13 juillet 98, mais demain, Bernard Diomède sera là pour une première partie de l'équipe du soir exceptionnelle qui sera entièrement consacrée à ces 20 ans de France 98. Et c'est ce numéro qui sera à remporter, signé par des champions du monde. Les champions du monde qui ont signé ce numéro spécial, c'était à l'occasion de la Diomède Cup d'ailleurs, et il sera à remporter demain donc sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Merci infiniment Jérôme Casadieu d'être venu nous voir. Demain donc, entretien exceptionnel avec Zinedine Zidane à l'occasion des 20 ans de France 98. Allez, et nous on revient à l'actualité. Hop là, France 98, c'était il y a 20 ans. Est-ce qu'ils ont 20 ans? Combien de joueurs de l'équipe de France sont entre 20 et 26 ans? La majorité. Oui. La majorité, c'est-à-dire La majorité, 12. Plus que ça. Ah, je vais vous dire ça. Plus que ça. J'en ai 1, j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Plus de 26 ans. Ça, c'est l'Euro 2016. Ben oui, voilà, il est là. C'était pour vous mener en bateau. L'équipe de France est jeune et Adil Rami en a parlé aujourd'hui en conférence de presse. Écoutez Adil Rami, on en débat après. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la difficulté pour un défenseur central d'évoluer face à un schéma en 4-4-2 losange, qu'on comprenne l'idée de Didier Deschamps lorsqu'il aligne ce schéma, par exemple, lors du dernier match amical? Alors là, elle est bonne cette question. On le sait très bien, en équipe de France, on a des talents individuels extraordinaires. Donc c'est pour ça que je pourrais me sentir important, parce qu'il y a tellement de talents que parfois on a aussi besoin de vieux briscards. Mais je ne peux pas en sortir qu'un seul, parce que je risque d'en oublier tellement il y en a. Mais c'est vrai que c'est beau à voir. On sait que l'OM aimerait avoir Balotelli. Si jamais il regarde cette conférence de presse, quel message vous voudrez lui envoyer pour le convaincre de signer à Marseille? Bastardo, dai, vieni con noi, che andiamo a ganare, a vincere, insieme. Vous n'avez pas compris, je sais. Déjà, c'est un joueur, c'est vrai qu'il est bourré de talent, athlétiquement, techniquement, et avec une très grosse frappe de balle, mais c'est surtout que c'est aussi un joueur en confiance. Est-ce que vous n'êtes pas quelqu'un qui a vachement de bol finalement? On a l'impression vous arrivez toujours à être dans les grandes compétitions, vous êtes toujours là finalement. Tu veux m'embrouiller? Non. Moi c'est passé, je te dis. C'est pas ça. D'être en équipe de France et de faire une photo officielle, c'est pas donné à tout le monde. Donc on profite de ce petit moment tous ensemble pour en rire et prendre du plaisir. Des ailiers assez éloignés. C'est compliqué tes questions. Bon, Adil Rami, vous l'avez compris, qui a un petit peu fait le show aujourd'hui en conférence de presse. On était pressé d'entendre les morceaux choisis de sa conférence de presse, mais voici donc ce qu'il déclarait au sujet de la jeunesse de l'équipe de France. Eh ben, on l'a pas, c'est pas grave. Adil Rami qui pointait la jeunesse de cette équipe de France. Est-ce que c'est vraiment un atout, puisqu'il disait, Adil Rami, il y a moins de briscards qu'en 2016. Est-ce que c'est vraiment un atout, la jeunesse, pour cette Coupe du Monde? C'est pas un atout, c'est une circonstance, c'est comme ça, c'est les faits. Il se trouve que les meilleurs sont jeunes, mais ça peut pas être un atout. Je vois pas comment ça peut être un atout.
Vous avez l'air dubitatif, c'est grave à ce point-là? Ouais, non, mais oui, ça peut être un atout. Après, tout dépend comment c'est vécu, tout dépend. C'est une jeunesse qui a quand même, par rapport à des jeunesses d'antan, c'est une jeunesse qui a de l'expérience. C'est une jeunesse qui est habituée à jouer les gros matchs. Donc c'est une jeunesse un peu différente de ce qu'on voyait il y a quelques années. Donc c'est quand même un peu, voilà, cette jeunesse-là, elle a plus peur. Je veux dire, la jeunesse, elle arrive aujourd'hui dans un club à 20 ans, à 22 ans, on a l'impression qu'elle est déjà installée. Elle a plus peur, mais l'expérience, elle n'est pas là quand même. Mais bien sûr. Non, mais Varane, il est jeune, il a de l'expérience, par exemple. Oui, mais enfin, il a fait qu'une phase finale pour l'instant, il n'était pas à l'Euro 2016. Mais je crois qu'il faut distinguer la jeunesse, l'expérience en club et l'expérience en sélection. Lemar en a jamais fait, Mendy a jamais fait. Il y a ceux qui étaient là en 2016 qui ont fait une phase finale. Il en reste 9. Ouais, voilà. Alors il y a 5 joueurs seulement ont plus de 26 ans dans le groupe France. Loris, Mandanda, Rami, Matuidi et Giroud. 5 joueurs seulement, c'est pas beaucoup. Hein. Donc 2,5 seulement vont jouer. Donc 2,5 vont jouer, ouais. Donc, on a une colonne vertébrale qui peut épauler cette jeunesse insouciante. C'est pas un problème pour vous, Paul? Ça dépend du départ de la compétition, mais elle est plus insouciante. Cette jeunesse, elle démarre beaucoup plus tôt. Les joueurs à 18 ans sont déjà dans des grands clubs, comme Varane est parti très de bonne heure au Real de Madrid. Je pense que c'est des jeunes qui sont déjà quelques-uns aguerris. Après, ça dépend de cette alchimie qu'on parlait tout à l'heure, c'est est-ce qu'on était une équipe ou pas. C'est pas un atout, c'est pas non plus un défaut. Je veux dire, ça dépend. Ça dépend de ce qu'on en fait, quoi. Ouais. Rami, parce qu'on a posé la question à Rami, vous l'avez pas mis, mais lui, en fait, donne un bonus au niveau de l'énergie, au niveau de l'insouciance et de l'énergie sur la jeunesse. Il dit voilà, ça veut quand même dire, enfin, en gros, ils ont un trop plein de vie, ils peuvent courir, ils peuvent. Moi, il y a quand même quelque chose qui me frappe. J'avais regardé j'ai lu les interviews de 98 de Saïd, de Barthez, de Dugarry, et c'est à quel point, en fait, entre eux, ils se connaissaient bien. À quel point il se respirait. Barthez, quand il fallait le laisser tranquille 3 jours, on savait qu'il fallait le laisser tranquille 3 jours. Enfin, il y avait une vraie habitude de vie de groupe, d'ajustement les uns par rapport aux autres. Qu'est-ce qu'il peut supporter, qu'est-ce qu'il peut ne pas supporter. Là, c'est quand même un peu une page blanche. Il y en a 14 qui n'étaient pas l'Euro. Qui fait ça. Oui, mais est-ce que ça n'a pas été décisif dans la conquête de 98, le fait qu'ils se flairent, le fait qu'ils se... J'ai peur qu'il manque un truc en gros. En 98, ils vivaient ensemble depuis 4 ans, et certains depuis plus longtemps que ça. Voilà. Il y a une bonne partie de la génération 98 qui avait sombré en 93. Oui. Donc il y avait un historique immense. Là aujourd'hui, effectivement, mais Didier Deschamps, il n'a pas le choix. C'est pas quelque chose qu'on puisse lui reprocher. Il s'adapte aux meilleurs joueurs, c'est ceux qui arrivent. Il se trouve que les meilleurs sont jeunes. Voilà, il y a pas de. Mais ça pose un problème, le renouvellement quand même. Mais c'est un vrai problème parce que 6 de la Coupe du Monde 2014 et 9 de l'Euro 2016, ça veut dire que ça n'a pas beaucoup servi pour construire ce qui arrive là. L'Euro 2016, c'était un objectif en soi. On n'allait pas préparer 2018 en 2016. Je suis d'accord, une phase finale, c'est jamais un moyen de préparer la suivante. Voilà. Mais je dis en revanche, ce qui s'est passé avant doit aider. Il y a quand même des joueurs qui ont disputé l'Euro qui seront là. Et puis, il reste une histoire à écrire. Je pense qu'une phase finale, c'est une histoire à écrire. Et qu'on est là à dire ils vont être trop jeunes, pas assez jeunes, il n'y a pas assez de ceci, trop de cela. Attendons de voir. Non, mais moi, je sais pas. A posteriori, on dit en 98, ils se connaissaient bien. Là, vous disiez l'Allemagne, c'est génial, ils ont toujours la mentalité. Non, mais Adèle, regardez, qui nous dit regardez l'Allemagne en 2010, excellente équipe très jeune. Et l'Allemagne en 2014 contre l'Algérie en 8e de finale, ils ont maîtrisé, ils ont fait un match parfait, non. Et après, il se passe des choses dans une phase finale, on a de la chance ou pas. Mais il fait qu'après, on est champion du monde aujourd'hui qui vont la jouer celle-là. Non mais ils sont 8, c'est quasiment que dalle. Il y a 8 champions du monde seulement. Les Allemands, ils se renouvellent. En plus, ils ont gagné une Coupe de Fédération avec des jeunes il y a un an. Mais ils ont quoi? Est-ce qu'on dit la même chose des jeunes Allemands? Est-ce qu'on dit la même chose de Leroy Sané? Est-ce qu'on dit la même chose de Goretzka, de Julian? Mais moi, je suis pas inquiet. Je dis tous ces joueurs. Non mais attendez. Attends, laisse-moi juste finir, s'il te plaît. C'est que on regarde l'équipe d'Allemagne. On dit c'est une équipe qui a eu 2010 pour se préparer. C'est une équipe et qui marque en finale. C'est Goetze. Voilà. Donc comme quoi la jeunesse, elle peut aussi apporter ça. Oui, mais attends, ils sont champions du monde avec Lahm, ils sont champions du monde avec Schweinsteiger, ils sont champions du monde avec Neuer, et avec Mario Götze. Non mais avec Klose. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même énormément d'expérience chez les Allemands quand ils sont champions du monde en 2014. Sauf erreur. Donc l'expérience à un moment donné, ça compte. Je veux dire, en 2014, ils sont quand même sur certains matchs. Oui, mais non mais ce que je veux dire, c'est que jusqu'ici, il en faut. C'est vrai qu'ils partent un petit peu. Tu pars dans l'inconnu. Voilà, tu pars un peu dans l'inconnu. Voilà, moi c'est un peu l'idée qu'on a. Si tu démarres bien, si tu as un match, comme je disais tout à l'heure, une référence, ce groupe jeune peut prendre des habitudes. Est-ce que tu n'es pas sur un fil? Et si Grégory Schneider ne fâche pas trop Adil Rami, comme à Clairefontaine aujourd'hui.
Libération, Grégory Schneider. Bonjour. Bonjour. Je t'en veux un peu quand même, hein. Je suis rancunier et tu m'as fait un article que j'avais pas apprécié il y a 2 ans. Mais je préfère le dire, comme ça je suis libéré. Vous avez raison. Voilà. Mais j'ai pas aimé. Pourtant, il était gentil. Non, il était pas gentil du tout. Sous prétexte que je m'étais pas arrêté à la presse parce que j'étais au téléphone et j'ai pas apprécié, mais c'est pas grave. Je t'en veux pas, sans rancune. Maintenant que je l'ai dit, je suis tranquille. Bon, allez, question. Bon, je la pose. Non, parce que c'est la pub. Non, je voudrais pas qu'il... Non, On mais se retrouve dans un instant, Greg. Non, vous aviez répondu tout à l'heure dans la première partie non, mais de je l'équipe voudrais du pas soir. qu'il passe pour quelqu'un qui ne parle pas à la presse parce qu'il le fait Il beaucoup le fait, plus vous souvent l'avez dit que les tout autres. à l'heure. Voilà, tout à fait. Juste après la pause, le clash Benzema-Le Graët, avec des mots très forts, vindicatifs, Karim Benzema. Un mercato en folie du côté du Paris Saint-Germain notamment. À tout de suite. Le clash Benzema-Le Graët, les amis. On en avait parlé tout à l'heure dans la première partie, mais on va refaire l'historique. Noël Le Graët, le président de la Fédération française, qui avait accordé un entretien à l'AFP, où il parle de Karim Benzema. Il dit: c'est de l'histoire ancienne en bleu. Notre équipe de France a maintenant son style de jeu et on ne peut pas revenir en arrière. Des propos qui ont fait réagir Karim Benzema, qui a répondu de manière très vive sur son compte Twitter. La réaction de Karim Benzema en des mots très durs. Monsieur Le Graët, avec tout le respect que je vous dois, vous avez perdu une occasion de vous taire, car je découvre votre vrai visage, qui n'est pas celui qui disait beaucoup m'aimer et ne pas se mêler de la sélection et des choix du sélectionneur. Est-ce que Karim Benzema se trompe de cible en attaquant de cette manière Noël Le Graët? Pas forcément. Pas forcément, Greg? Non, il se trompe pas forcément, parce que en fait, ce que dit Le Graët, c'est on peut plus le prendre. Mais si on peut plus le prendre, c'est parce qu'on l'a pas pris avant. Donc l'argument de Le Graët est un peu fallacieux. Le Graët dit: regardez, là, si on voulait le prendre en équipe de France, on pourrait pas parce que ça joue différemment. Bah oui, parce que quand tu prends pas un mec pendant 3 ans, effectivement, ça joue différemment. Donc ça, c'est le premier point. Et dessus, il insiste sur quelque chose auquel moi je suis sensible. Est-ce que c'était pas Noël Le Graët, on sait tous ici que c'est Deschamps qui veut plus de Benzema, est-ce que c'était pas Noël Le Graët de mettre de l'huile? Je veux dire, il est président de fédération, il est le dirigeant suprême, il a été élu confortablement à chaque fois. Est-ce que c'était pas lui d'arranger les bidons ou de faire en sorte que ça... Est-ce qu'il n'a pas essayé, justement, parce qu'il aime beaucoup Est-ce qu'il n'a pas essayé? Voilà, ça je ne sais pas. En tout cas, est-ce que pour Benzema, ça a été la mise au banc pendant 3 ans? Donc est-ce que là, il n'y a pas eu il n'y a pas un défaut dans son rôle? L'autre a quand même été 4 fois champion d'Europe en 5 ans. Donc arrive un moment, il faut quand même se poser cette question-là. Voilà, c'est peut-être ça qui pointe. Vincent, il se trompe de cible, Karim Benzema, ou pas? En tout cas, il ne se trompe pas de moment. S'il veut créer un peu de buzz, c'est vraiment le bon moment. Donc là, pour le coup, il ne se trompe pas. Je sais pas si... Non, mais je pense qu'il en veut, et son entourage, surtout, en veut pareillement aux deux. C'est-à-dire qu'il en veut à la fois à Noël Le Graët et à Didier Deschamps. Maintenant, pour moi, c'est inextricable, je vois pas comment il aurait pu revenir. Je dirais effectivement, ça fait un peu long, quasiment, 2 ans et demi de suspension, quasiment 3 ans. C'est vraiment très très long, ça paraît même démesuré. Sauf qu'on n'est plus à ce moment-là. On est dans les suites de la déclaration de Karim Benzema avant l'Euro 2016, disant que Didier Deschamps avait cédé à une partie raciste de la France. Et là, on atteint un point de non-retour. Donc en fait, je trouve que le débat depuis, il est artificiel. Le débat sportif est justifié, mais le débat sur va-t-il revenir est artificiel, parce qu'il ne peut pas revenir. Les arguments évoqués par Noël Le Graët, ils sont quand même un peu sportifs. Quand il dit on a trouvé notre style de jeu et on peut plus revenir en arrière. Évidemment, sportifs quand même. Parce qu'il peut pas dire la vérité. Oui. Voilà. Là, il ne peut pas dire, de toute façon, il peut pas revenir. La situation entre le sélectionneur et lui fait que c'est impossible et qu'il ne reviendra pas. Mais il devrait. Est-ce que c'est pas ça qui amène Benzema à clasher Noël Le Graët? Non, puis il faut m'excuser, le style de jeu, enfin dans une équipe qui n'a pas de style, justement, vous m'excuserez, mais ça tient pas debout, quoi. Donc c'est une phrase toute faite. Non, mais bien sûr. Ça a pas de sens. Il faut pas lui donner un sens qu'elle n'a pas, quoi, franchement. Non, mais de toute façon, je veux dire, si le principe du style de jeu, c'est voilà Benzema, Benzema, comme a dit Vincent, bon voilà, c'est plus possible. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi Noël Le Graët s'est cru obligé d'y aller de sa petite sentence par rapport. Est-ce qu'on a dû lui poser la question? Oui, mais je veux dire, il est suffisamment habile pour noyer le poisson et pour dire après, pour s'en sortir par une pirouette, une énième pirouette. C'est un peu ce qu'il avait fait en fait.
Parce que dans ses propos à lui, il n'y a rien de... Je pense qu'il a cru répondre par une pirouette en fait. Ouais, voilà. Après, la réaction de C'est une pirouette à l'envers. Oui, c'est une pirouette à l'envers. Ouais. C'est un salto. Elle n'est pas appropriée parce que Noël Le Graët a toujours adoré les joueurs et donc Karim. Et je pense qu'elle est mal. Il a voulu faire peut-être une pirouette pour pas répondre à la question qui était posée. Mais il l'a mal faite. Peut-être. Ça ne justifiait pas, selon vous, Paul, non, ça une justifie réponse pas pareille le tweet de Karim, parce que Noël Le Graët l'a toujours adoré. Après, ça fait 3 ans qu'on est dans le mensonge, enfin qu'on ne dit pas le pourquoi et le comment, et que Didier Deschamps aurait dû statuer sur pourquoi il ne le prenait pas. Mais Le Graët a toujours adoré tous les joueurs de l'équipe de France, et en particulier Karim. Moi, c'est pas destiné à Noël Le Graët. Il n'a pas le droit de faire ça. Lucien qui nous dit, au début, reprendre Benzema sans reprendre Valbuena, c'était impossible. Ensuite, Benzema s'est grillé tout seul, point d'interrogation. Est-ce qu'il s'est bien résumé? Il y a un peu de ça. Enfin, en fait, au départ, c'est l'histoire du meneur de jeu qui porte plainte contre l'avancante. Aller faire une équipe avec ça, c'était juste impossible. Donc il a effectivement fallu geler les deux parties, de la même manière. Ensuite, effectivement, il en est resté quand même une tension, et effectivement ce qui s'est passé avant l'Euro 2016 empêche tout retour. Voilà, on est dans le cas où entre un entraîneur et un joueur, il y a un point de non-retour. Quand c'est en club, le joueur est transféré, il poursuit sa carrière. Quand c'est en sélection, il n'y a pas d'échappatoire. Mais encore aurait-il fallu que Deschamps, comme on en a parlé tout à l'heure, mais encore aurait-il fallu que Deschamps nous le dise. Sincèrement, on aurait tous pu... Pour faire un consensus. Oui, non, mais en plus, c'est l'avis de Deschamps. Il nous aurait dit, voilà, moi c'est mon avis, c'est moi qui suis en responsabilité, c'est ça que je pense. Honnêtement, on aurait économisé 80% de tous les débats qu'on a là-dessus. Mais on vit sur des mensonges, sur la dissimulation, et ça, il y a quelque chose qui passe pas, il y a quelque chose qui ne s'apure pas en fait. Il fallait mettre fin beaucoup plus tôt à ce débat finalement. Ça fait des années qu'on parle de quelque chose dont on n'a plus à parler en fait. On est tous d'accord pour dire que sportivement, c'est très dommage qu'il soit pas là, que c'est un attaquant fantastique, c'est le meilleur joueur français actuellement. Tout le monde est d'accord là-dessus. Sauf que voilà, il s'est passé des choses qui font qu'il ne pourra pas revenir en équipe de France tant qu'il y aura Didier Deschamps sur le banc de la sélection. Voilà. Donc une fois qu'on a dit ça, on peut passer au débat suivant. Oudjani, juste pour terminer, un grand entraîneur aurait pu éviter l'affaire Benzema. C'est aller vite en besogne ou il y a... au moins au Deschamps au départ, il est responsable de rien. Il subit. Oui. Il subit l'affaire. Il s'en serait bien passé. Oui. Voilà, franchement, là pour le coup, je pense vraiment. C'est que ça me paraît un peu. Ça fait partie du passé. Non, mais c'est pas normal qu'on soit tiré ça toutes ces années de cette façon. Enfin, il y a quand même quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, et à la prochaine déclaration, au prochain feuilleton, peut-être que quand la Coupe du Monde aura démarré, on n'aura plus à parler de ça. Allez savoir, enfin on l'espère en tout cas, parce que après Rabiot, le feuilleton Benzema qui s'étire. Il faut bien parler de quelque chose en même temps pendant ce temps-là, vous voyez, ça permet. C'est vrai aussi, c'est pas France-Irlande, non, je plaisante. Karim Benzema c'est fait. Tolisso, parlons du jeu, parlons de l'équipe de France. Quentin Tolisso, c'est Bichente Lizarazu qui va lancer le débat, les amis, dans une excellente chronique aujourd'hui dans le journal L'Équipe. Il parle du rôle, c'est ça, c'est un excellent journal L'Équipe, Mélissande. Non, je ne me trompe pas, Vincent. Absolument, Ouais, on le dit pas assez, Qu'a-t-il dit, Bichente Lizarazu? Il parle de Tolisso en disant, il bouscule la hiérarchie théorique d'un milieu à 3. Dans ce milieu, je le vois au même niveau que Matuidi et Pogba, ses concurrents directs au poste de relayeur. Même niveau que Pogba et Matuidi pour Tolisso. Cette sélection pour Tolisso. D'accord ou pas d'accord avec Bichente Lizarazu? L'habillage à l'américaine? Non, il n'y a pas d'habillage. Mélisande, d'accord ou pas? Moi je suis d'accord, oui. Paul? Complètement d'accord. D'accord? Plutôt d'accord. Oh, pas trop. Pas trop? Ah, il est là, Greg Schneider. Vincent? Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Oui. Oh, l'immense majorité je face sais même à pas Greg. s'il n'est pas au-dessus de Matuidi et Pogba en fait. Ah bah alors vous m'intéressez. Vous m'intéressez. Alors allez-y Vincent. Gardez la main et Greg va écouter vos arguments. Non mais en fait, il fait une première saison internationale formidable. Depuis le match en Bulgarie, tout ce qu'il fait c'est bien. Ouais, c'est simple, il y a des personnalités, il y a du caractère, il met des brins, il se projette, il a des occasions, il joue vers l'avant, il a du jeu court, il a du jeu long. Donc franchement, je vois pas c'est compliqué de faire beaucoup mieux. Donc c'est une boutade de dire par rapport à la question de dire qu'il est au-dessus des deux autres, parce que on ne sait pas vraiment. Simplement, ce qui monte sur une saison, c'est vraiment très fort. Après, il faut quand même pas oublier que Pogba a fait plutôt des meilleures choses cette année en équipe de France, notamment à l'automne et même au mois de mars, qu'il a fait les saisons précédentes. Donc il n'est pas si mal que ça. Avec Matuidi est utile, donc moi j'oublie pas ça.
Mais moi, j'ai vraiment envie de voir Tolisso parce que je trouve que c'est un milieu fantastiquement moderne. Matuidi, Mais Lisandre, j'ai l'impression que pour vous, c'est même pas une boutade. Moi, Matuidi, hein, je pense qu'il y a il est pas au-dessus de Matuidi, parce que Matuidi, il y a une connaissance maintenant tactique du poste, il est important, il a l'expérience, et puis il a une côté à se projeter aussi physiquement dans la surface qui peut être précieuse dans certains aspects du match. Mais Tolisso, par rapport à Pogba, je le trouve beaucoup plus constant. En tout cas, en équipe de France, à chaque fois qu'on l'a vu, il a été très bon. Et puis, il n'a pas ce côté, je vais faire un geste pour amuser la galerie. Il est hyper efficace, il fait que les choses justes. Techniquement, dans son jeu vers l'avant, il peut trouver des passes. Je trouve que je vois pas en quoi il est en dessous, en tout cas aujourd'hui, sur ces derniers matchs en Greg sélection. qui se retient, là, il n'est pas d'accord. Non. Moi, je trouve Pogba, je sais pas comment expliquer, c'est autre chose, en fait. C'est à la fois un danger. C'est bien ça le problème, c'est que c'est non, autre mais chose. oui, mais c'est exactement ça. Mais bon, en Russie, quand même, entre la passe D et le coup franc, il gagne le match. Hein. Moi, je l'ai vu. Oui, mais tu peux perdre en deuxième parce que il disparaît. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est à la fois un leader, c'est le poison, c'est le contre-poison, c'est celui qui va vous mettre dans le mur, tu prends des risques. Enfin, il t'embarque sur une espèce de truc qui est complètement aventureux. Mais ça ne reste pas moins un joueur complètement hors norme. Ouais, complètement hors norme. Tout le jeu tourne autour de lui pour le pire, voire le Luxembourg ou pour le meilleur d'autres fois. Enfin voilà. Bon, Matuidi, comme a dit Mélisande, c'est le mec à 70-80 sélections, c'est quand même du meuble. Hein. On peut pas. Donc ces deux-là, je leur donne un petit peu quand même avec tout le respect. Alors peut-être que Tolisso, c'est assurément un meilleur joueur d'équipe que Pogba, mais Pogba, c'est un astre. C'est un type comme il n'y en a pas, quoi. Paul, Tolisso, par rapport au marché des transferts, par exemple, sa valeur aujourd'hui? Sa valeur aujourd'hui, elle est très importante parce qu'il a progressé, il a été petit à petit. Quand il est arrivé au Bayern, il a eu beaucoup de mal, mais petit à petit, il a commencé à apprendre la tactique, la discipline. Et Tolisso aujourd'hui, pour moi, c'est pas une boutade, je te rejoins complètement. Aujourd'hui, pour moi, c'est l'homme sécurité dans une équipe. Autant Matuidi, ok, c'est le couteau suisse qui est capable de faire plein de choses dans un match, mais à côté de Pogba, je rejoins, c'est autre chose. C'est effectivement, il peut te faire n'importe quoi, c'est autre chose. Et tu n'as pas la sécurité. Aujourd'hui, Tolisso, s'il faut parier sur un garçon d'avenir dans le mercato, c'est un Tolisso. Aujourd'hui, il a pris 80-100 millions d'euros sans problème sur sa... À 80 millions aujourd'hui, Tolisso, pour vous? Il sera difficile à partir. C'est déjà le plus gros transfert de l'histoire du Bayern. Hein. Oui, parce que, mais si on compare à un Fabinho qui est parti... 50 plus 5. Oui, 55 plus bonus, oui. Ouais. Alors disons que aujourd'hui un Tolisso, c'est quand même le poste où le gars il est discipliné dans la phase défensive et qui est capable de faire des relances vers l'avant. Chose que pendant un moment on n'avait que des joueurs au milieu de terrain qui faisaient des passes latérales et on disait les stats. En étant souvent remplaçant au Bayern, en étant souvent remplaçant au Bayern, il a marqué plus de buts que Pogba. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est 10 contre 7. Il peut jouer partout, dans un milieu à 2, dans un milieu à 3. Au Bayern, il s'adapte totalement. Il a une faculté d'adaptation extraordinaire. Il a joué au Bayern, il a joué, je pense, au milieu de terrain à peu près. Il a joué 6 tout le monde. Il a joué à peu près. Vous avez eu un transfert record aussi, Renato Sanchez qui avait fait un euro exceptionnel avec le Portugal. Qui est parti, qui est un peu le fantasme du Pogba. C'est-à-dire que le gars, il est capable de te gagner un match tout seul, et d'un seul coup, il est capable de te faire perdre 3 matchs. Il s'est perdu, Renato Sanchez, il s'est perdu dans le même club, que Tolisso, c'est-à-dire au Bayern. C'est la comparaison. La comparaison que je fais. Ce qui revient sur le hashtag EDS, c'est le manque d'expérience de Tolisso. Oui, mais en un an au Bayern de Munich, il est intelligent, vraiment il est intelligent, il peut jouer partout, plusieurs rôles. Il peut aussi bien défendre, récupérer, relancer, relayer. En Bulgarie, quand il faut mettre un peu de brin, quand il faut provoquer un peu l'adversaire pour l'agacer, là il est parfait. On voit qu'il aime ça. Au Bayern, il a joué à côté de Rames. Il a joué à côté de Rames, il a joué aux côtés de Thiago Alcantara, il a joué aux côtés de Vidal. C'est-à-dire, il s'adapte évidemment aux joueurs à côté de qui il joue. Donc ça veut dire qu'il est capable de tout faire. Ça veut dire que vous prenez les paris sur Tolisso titulaire? Non mais c'est un vrai marqueur. C'est un vrai marqueur. Parce que si bon, je pense que Matuidi, quand il n'y aura pas de problème, si Pogba ou pas Pogba, c'est quand même Je pense que c'est quand même 2 pour 3 que Matuidi n'est pas sûr de jouer non plus tout le temps. Pas sûr. Je sais pas. Parce que si Pogba sort de l'équipe, ça change complètement l'équipe. Prochain match de préparation, ce sera vendredi face à l'Italie. L'avant-match, le débrief à la mi-temps et à la fin du match, bien sûr, dans l'équipe du soir. On va enchaîner avec le mercato de folie qui
se prépare du côté du PSG. En tout cas, dans les médias, ça part dans tous les sens. Les noms qui défilent à tout va. J'en donne que quelques-uns parce qu'on pourrait en donner plus. Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Dembélé et Higuaín, ce sont les 4 noms aujourd'hui, selon la Gazzetta, le Corriere, les journaux en Allemagne qui citent l'agent de Lewandowski, qui a reconnu d'ailleurs ce qu'on vous révélait dans l'équipe du soir, l'existence de la piste du PSG en cas de départ de Cavani pour Lewandowski. Alors, vous avez bien entendu, Lewandowski, Ronaldo, Dembélé, Higuaín. C'est Ousmane Dembélé ou Moussa? Ousmane Dembélé. D'accord, Ousmane Dembélé, dont on parle en Espagne. Celtic. Non, Non, Barça. le Barça. Ouais, d'accord. On parle du Dembélé du Barça, de l'international français donc. De qui le PSG a le plus besoin, Mélisande? Aucun des 4. Aucun. Je vous propose Lewandowski, Ronaldo, Dembélé, Higuaín, dites non. Copieuse. D'accord. Bon. Vincent, aucun aussi? Ouais, non plus? j'avais répondu ça, oui. Greg? Bah, si on a que Cavani part, c'est Lewandowski. Lewandowski, Thierry? Pareil, il n'est aucun des 4. Mais il n'est pas parti. Paul? Alors, des discussions existent entre le départ de Cavani et les Lewandowski. Ça, c'est une certitude. Pourquoi faire partir Cavani pour prendre le gars du Bayern, je vois pas l'intérêt. Ouais, mais qui vous prenez et de qui ils ont plus besoin pour vous dans ces Pour moi, noms-là? Dembélé. Dembélé à la place de Di Maria. Di Maria est sur le départ. Higuaín, c'est n'importe quoi. Celui qui pris ce truc, il est Corriere dello Sport. il est ridicule. Peu importe qui c'est. Ronaldo, on a déjà débattu là-dessus. Aujourd'hui, celui qui peut être d'attraction sur une plus-value à Paris, ça serait Dembélé. Et Dembélé n'a pas à Barcelone depuis son arrivée l'année dernière, avec toutes les péripéties qu'il a eues, il n'est pas adoré à 100%. D'accord. Il a du mal mais pour moi, si aujourd'hui Paris doit prendre un des 4, ça serait Dembélé. Mais les discussions du Polonais sont plus devant que Dembélé. Mais quand on voit, juste pour Lewandowski, quand on voit la fin de sa saison en Ligue des Champions avec le Bayern, ça fait moins envie. Hein. Ça fait pas du tout envie. Parce qu'il manque juste ça pour qu'il bascule le Real, en fait. C'est lui qui passe au travers les discussions sont avec les deux. Autant garder Cavani. Les discussions sont avec les deux. Oui, mais j'arrive pas à comprendre cette folie qu'on a en France de détester Cavani. C'est un gars qui a été au service entièrement d'accord de toutes les grandes stars pseudo à Paris. En France, mais surtout pas les supporters du Paris Saint-Germain. Parce que s'il y a bien un joueur qu'ils adorent, c'est bien. Je parle au niveau de la presse, on fait des médias. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Je n'arrive pas à comprendre. Dans d'autres pays, ce gars serait une idole dans le pays. Il est très. Il a toujours subi les conséquences des attaquants qu'il avait. Non, mais c'est simple, c'est 3 saisons côté gauche pour Ibra. Oui. Et les 3 saisons, oui. Alors il disait une fois par an dans l'équipe, en disant bon moi j'aimerais bien que ça dure pas, c'était réglo, le lendemain il se remettait au boulot, il allait côté gauche. Non, c'est un vrai professionnel. Quand on prend des qualités pour un attaquant, on veut qu'il marque des buts, alors qu'il soit pas à droit sur certains moments. Mais attendez, Papin, quand il est arrivé à Marseille, il n'était pas à droit. Il y a plein d'attaquants, on peut dire qu'ils n'étaient pas à droit. On lui demande pas de faire des petits ponts pour marquer, on lui demande de marquer des buts. À Napoli, il était là pour marquer des buts. Il a été acheté pour marquer des buts. Alors par contre, je comprends pas pourquoi on l'a acheté quand on avait Ibra. Parce que c'était faire doublon. Ça, c'est une certitude. Il n'y avait pas besoin de Cavani. Mais du moment que Ibra est parti, mon Dieu, mais laissez-moi Cavani en attaque. Laissez-moi. Allez pas le prendre le Polonais qui est en fin de carrière et qui a rien montré. C'est fin de carrière pour vous, ça apporterait. Moi, je ne vois pas en quoi Lewandowski apporterait davantage que Cavani. C'est sûrement pas un plus par rapport à Cavani. Sûrement pas. En plus, je trouve que franchement, alors Cavani d'abord adoré au parc, le boulot qu'il abat aussi bien offensivement que défensivement. Il y a une implication, il y a une discrétion. Lewandowski va vous jouer la diva, hein, attention. Hein. Il va vouloir mettre des buts, il va se la jouer monsieur machin. Déjà, il n'y a pas le coffre que Cavani là. De toute façon, aujourd'hui, les meilleurs avançants sur le marché, c'est qui? Suarez, Harry Kane. Ouais, enfin, je sais pas. Oui. Pour moi, c'est les deux. C'est les deux têtes de pont. Oui. Mais après tout le reste, après Cavani, il est pas en dessous de tous les autres. Hein. Est-ce que Cavani c'est moins bien que Suarez aujourd'hui? Moi, je pense que oui, quand même. Je pense que Suarez, c'est au-dessus. Mais après, c'est personnel, c'est les goûts, les couleurs. Hein. C'est un autre style. Sur Dembélé, je rebondis sur ce que disait Paul. Dembélé au Paris Saint-Germain, ça vous plairait pas? Il leur faut un milieu défensif au Paris Saint-Germain. Ils vont prendre aucun de ces 4. Bah oui, alors pas ces 4-là. Une fois qu'ils ont un milieu défensif, on parlera éventuellement de Di Maria sur un côté pour faire Di Maria, il ne joue pas toujours non plus. Oui, mais il va falloir quand même avoir quelqu'un qui joue. Non, mais il faut d'abord un milieu défensif. Mbappé encore, Cavani et il y a Drexler et Neymar, il y a pas Drexler, il va peut-être partir.
Ah, Ah oui, après ça, c'est tout à fait. Et Lo Celso est en train de monter. Enfin, voilà, il y a beaucoup. Il y a des joueurs, vous prenez le cas de Madrid, Modric, c'est un fabuleux joueur, c'est un virtuose, c'est un Mozart du football. Le gars, il a 33 ans, il faut bien le changer. Di Maria, il a passé son temps. Et j'adore Di Maria, j'ai toujours été, j'étais pas un fan, mais j'ai toujours adoré ce joueur. Mais aujourd'hui, à Paris, il n'apporte plus le petit plus que Paris a besoin. Il a besoin, et on a besoin de percussion, on a besoin. C'est un peu quand on avait à Monaco, il y avait Bernardo Silva, et qui apportait de la vitesse, qui apportait des centres pour Cavani, pour Neymar. Aujourd'hui, tu as personne qui apporte ça. Di Maria, il faut dire que quand il était en pleine bourre, il a ciré le banc au Real. Hein. Donc il a ciré mais le ça, banc. c'est notre sort, je parle aujourd'hui de Paris. Non, mais lors du Aujourd'hui, 8e de Paris. finale de Paris au Real Madrid, quand il était en pleine bourre, on l'a mis sur le banc. On est d'accord, il est d'accord. Le fair play Ressors financier, pas on le les vieux rappelle, dossiers, s'il te plaît. ce sera le 8 juin la réponse. C'est vrai que le Paris Saint-Germain, il faut aussi attendre ça, la réponse du fair play financier. Tous ces noms, c'est bien joli, mais si le Paris Saint-Germain est interdit de recrutement... Non mais là, on a attendra. parlé comme s'il y avait des transferts. Si transfert Cavani, on peut que penser qu'il y a une réserve d'argent ou Di Maria ou... Oui, voilà. oui. Oui, parce que de manière, aujourd'hui, le fair play peut aussi juger que tu vends pour 100 ou tu achètes pour 100. Je veux dire, ça va être un peu ça, la discussion. Mais après, dans les 4 noms, faut être logique. Ronaldo, on en a assez discuté. Higuaín, qu'est-ce que vous allez faire à Higuaín dans le championnat français? Ouais. On parle de 60 millions d'euros côté presse italienne. Il est né à Brest. Hein? Non, mais... C'est pas, ça peut faire atterrir à Paris. Il est né à Brest. Je sais pas. Avant le quiz, les amis, on va te faire le tirage au sort pour savoir qui a remporté ce numéro collector.